Monsieur Markovitch, en tant que président de la commission mixte inondation, on aimerait bien entendre votre point de vue sur ce que vous avez retenu de nos échanges. Ouf, beaucoup de choses, et pas seulement. Je ne parlerai peut-être pas uniquement d'ailleurs en tant que président de la commission mixte inondation, parce que j'ai aussi un lourd passé dans le domaine de l'eau et dans d'autres domaines, parce que la GEMAPI, finalement, ce n'est pas que les inondations, bien évidemment, c'est toute la gestion de toute la politique de l'eau. Et je crois que l'eau n'est pas sécable. Ça, c'est le premier point qu'on doit prendre en compte. On ne peut pas couper une goutte d'eau en lui disant, toi, tu vas faire de l'agriculture, toi, tu vas aller faire... Comme ça, vous pouvez nous regarder. Merci. On entend, oui? Oui. Toi, tu vas aller refroidir une centrale électrique, toi, tu vas servir pour la pêche à la ligne, etc., ou pour le service public d'eau et d'assainissement. Il n'y a pas de grand cycle et de petit cycle. Il y a un cycle de l'eau avec des services, avec des problèmes. Les problèmes, il y en a trois, c'est pas compliqué. Trop d'eau, on vient d'en parler. Pas assez, la sécheresse, et les pollutions. Et une fois qu'on a vu ça et les services, on a la politique de l'eau qui doit être assumée, pas par 10 organismes différents, mais par un organisme. C'est en effet, théoriquement, l'EPCI qui en a la charge, mais il faut bien comprendre qu'au-delà de l'EPCI, l'eau ne peut pas se gérer selon des critères administratifs. L'eau, ça se gère par bassin versant. Et une fois qu'on a dit ça, on se donne les outils et on donne aussi les moyens aux outils. Monsieur Markovitch, Quels sont ces... Oui. Excusez-moi, j'ai une toute petite remarque très logistique. Il y a une caméra là. Ah, pardon, excusez-moi. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je vous invite à nous rejoindre, comme ça vous serez dans l'axe, tout le monde vous verra et on vous entendra bien. Désolé de vous avoir coupé. Voilà. Très bien. Donc, ceci étant, la GEMAPI, c'est une des lois majeures. Parce que, comme vous l'avez dit, monsieur Dantec, on donne aux mêmes opérateurs la responsabilité de l'eau, des catastrophes, des problèmes, et de l'aménagement du territoire aussi. Et on ne pourra pas dire après, ah, je ne savais pas. On a construit l'hôpital Georges Pompidou à Paris en milieu inondable. On l'évacue régulièrement quand il y a des problèmes. L'hôpital le plus moderne de Paris. Le ministère de la Défense, je ne suis pas certain que ses sous-sols ne soient pas en zone inondable également. Et quand on connaît la nécessité d'inondation des sous-sols pour éviter les effets de bouchons de champagne, on peut se poser des questions. Ça, c'était hier. Demain, il y a d'autres choses qui s'ouvrent devant nous, d'autres espoirs. Et je voudrais dire une chose, d'abord pour commencer, je suis très 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 heureux de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Il y a quelques années, j'étais président de la FEPTB. Avant Frédéric, il est parti. Bon, c'est pas grave, mais je n'en veux pas. Et le PTB à l'époque, la FEPTB était gérée par le PTB, dont le président était président de la FEPTB. Et ça restait quelque chose entre soi. Et j'ai voulu que la FEPTB soit un organisme autonome. Autonome, c'est-à-dire qu'il ne soit pas lié qu'à un seul PTB. Et il fallait pour ça engager une directrice. Et après avoir fait une fiche de poste, on est tombé sur quelqu'un d'un peu particulier, qui avait fait beaucoup de choses dans le domaine de l'eau, qui était en Bretagne, qui avait été dans Lyon, qui avait été dans plein d'endroits. Elle s'appelait Catherine Gremillet. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses dans l'eau. Je vous dirais, monsieur Dantec, une chose que j'ai faite aussi. Je pense que vous étiez directeur de cabinet à l'époque. Mais je crois que c'est une des choses dont je suis le plus fier. C'est d'avoir choisi Catherine Gremillet comme directrice de la FEPTB. Parce que réellement, c'est non seulement une battante, une compétente. Voilà. Ça, je crois qu'il faut le... Non, mais... Vous savez, j'ai été 25 ans élu à Paris, 5 ans parlementaire, et on sait ce que les élus font comme partie du travail, et ce que les collaborateurs font comme réel travail à côté. Et je crois qu'il faut à chaque fois les remercier, parce que ce sont eux qui font réellement le travail. Les élus sont souvent des porte-parole, des orateurs, etc. Mais bon, je l'ai dit, je pense. Je voudrais revenir quand même à ce problème qui a été évoqué du poids des collectivités territoriales, du travail avec l'État, totalement indissociable, bien évidemment. Je voudrais revenir à une anecdote qui était il y a quelques années de ça. Je me demande si vous n'étiez pas directeur de cabinet. Madame Bachelot a donné 2 directeurs de cabinet qui étaient vraiment très investis dans le domaine de l'eau. Il y a vous, monsieur Dantec, et évidemment aussi Guy Fradin, qui était... Guy Fradin, oui, qui
Ah, c'était votre successeur. Ah bon, je pensais que c'est vous qui l'avez. Bon. D'accord, votre successeur, qui est devenu directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie, avec lequel j'ai toujours gardé des très 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 bonnes relations. Mais j'ai à un moment été obligé de, de traduire le préfet de région devant le tribunal administratif pour avoir fait voter un fonds de concours à la demande de Mme Bachelot. Je crois que c'était 400 millions pour les différentes agences et je ne sais plus combien pour l'agence Seine-Normandie. Bon, j'ai été débouté par le tribunal administratif qui a reconnu que j'avais quelques raisons quand même de le faire parce que l'argent de l'eau n'allait plus à l'eau. C'était pour financer l'ADEME. Et l'ADEME ne fait pas que de l'eau, alors fait même très peu d'ailleurs. Mais c'est pour dire que Mme Bachelot a été suivie très largement par tout un tas d'autres ministres qui d'ailleurs, pas sous leur responsabilité, mais vraisemblablement plutôt sous celle de Bercy, ont continué à ponctionner allègrement l'argent des agences. Et on est vraiment actuellement au plus haut niveau, je pense, de ces prélèvements, avec tout un tas de choses comme des plafonds mordants et autres problèmes. Bien. Je ne veux pas revenir sur ce point, sinon que les agences de l'eau sont des soudits indispensables, qu'il faut préserver. Le fait qu'on leur prenne du financement n'est certainement pas la cause la plus grave, à mon sens. Mais le fait qu'on diminue les personnels régulièrement de 3 voire 5% et qu'on vienne d'obliger les personnels des agences à passer les concours de la fonction publique, de ne plus être donc sous contrat privé, de droit privé, fait qu'à n'importe quel moment, ils pourront être, selon leur administration, déplacés. Et que la mémoire et la compétence accumulées depuis 54 ans dans les agences est en train de disparaître. Et c'est ça qui risque d'amener la mort des agences de l'eau, qui, sur le plan de la vision globale d'un bassin, est irremplaçable, irremplaçable. Et c'est contre ça qu'on doit se battre, aussi rappeler cette nécessité que nous avons. Voilà, je pense, quelques points a priori. Pour le reste, les financements maintenant, parce qu'il fallait qu'on c'est quand même ainsi un des éléments dont on doit parler. Bah, évidemment, il y avait le financement des agences. Dans le domaine des inondations, je suis bien placé pour en parler, il y a évidemment la commission mixte inondation, la labellisation des papilles, avec 40% apportés, bon, excusez-moi de vous le dire, pas par l'État, par le fonds Barnier. Je veux bien que ce soit considéré par un organisme public de l'État, mais ce n'est pas l'État qui paye. Il paye pour le 180 et le 130, le 180 et le 113 ou le 114, les deux petits postes. Mais c'est delta par rapport aux sommes apportées par les assurés, pas les assureurs, les assurés, sur leurs cotisations. Bien, mais laissons ça de côté, bien que là encore, il y ait aussi un plafond mordant pour le fonds Barnier. On a aussi pris de l'argent sur le fonds Barnier. Mais la prévention vraie, la prévention au quotidien, le fait qu'on mette des zones d'expansion de crues, qu'on finance des agriculteurs pour pouvoir les noyer régulièrement, c'est pas obligatoirement le fonds Barnier qui va le payer, c'est même pas du tout le fonds Barnier qui va le payer. Et là, il y a des expériences qui sont, je pense, à Seine-Normandie, où justement l'agence va cofinancer ces trucs-là. Mais il ne faut pas financer avec l'argent de l'eau au robinet, ça n'a pas de sens. De même que financer l'eau dans la ville et la désimperméabilisation des rues ne peut pas être financé par l'eau du robinet. Il faut inventer de nouvelles assiettes, parce que les agences changent de mission, que les grands travaux sur les stations d'épuration sont terminés, et ceux qui ne sont pas faits pour, pour la DRU ne seront pas financés par les agences. Donc on est actuellement sur un problème qui est justement de nouveaux financements. Nous devons y réfléchir, nous devons faire des propositions. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans la séquence qui suit. Oui, mais vous faites le lien, c'est formidable. Voilà, c'est ça, mais ça fait le lien, mais je vais le dire parce que c'est vraiment pour moi un des problèmes majeurs des financements de demain. J'étais hier au congrès de la Morse, et on parlait justement de financement de politique de l'eau, pas spécialement des inondations, mais de la GEMAPI en général. Et j'ai été interpellé, alors je parlais évidemment des fonds autres que ceux des agences et des collectivités locales. Il y a bien sûr la Caisse des dépôts qui va mettre à disposition 2 milliards, plutôt d'ailleurs pour les collectivités rurales, pour la remise à niveau des réseaux. Prêt, hein, pas subvention, mais prêt sur 60 ans, avec un taux livret A plus 0,75, c'est-à-dire à peu près 1,5%. Il y avait un représentant de la Banque Postale qui est venu me dire que eux proposaient un peu plus cher, mais fixe, sur long terme, qu'ils venaient d'annoncer des prêts à 0% pour les sinistrés de l'Aude, et qu'ils voulaient le faire aussi pour des porteurs de papilles.
Ils sont donc allés voir des porteurs de papiers qui ont dit oh, bah, attendez, oh là là, oui, c'est vrai, on l'a signé en 2015, mais on n'a pas encore vraiment commencé les travaux, etc. On va faire bientôt, mais on n'a pas fini ci, on n'a pas fini ça. Et il y a aussi là un vrai problème qui dépend des structures porteuses. C'est un peu pour ça d'ailleurs que les papiers de troisième génération prévoient qu'il y aura un papier d'intention avant pour être sûr que quand on va commencer les travaux, c'est ira. Donc nous sommes avec on revient au financement avec la Caisse des dépôts, la Banque postale qui est prête à faire des efforts aussi, bien sûr des agences de l'eau, éventuellement de la taxe GEMAPI, éventuellement, ça peut être fait pour des travaux locaux, on a besoin. Mais il faudrait trouver aussi un financement de bassin. Les inondations, c'est de la solidarité, mais ce n'est pas seulement de la solidarité locale, ce n'est pas seulement se protéger derrière un mur, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, de l'hydraulique douce à 100 km ou à 20 km à l'amont. Et il faut donc trouver aussi du financement de cette solidarité de bassin entre les entre guillemets, victimes, ou potentielles victimes, et puis ceux dont on va utiliser les terrains, le gagne-pain et autres, pour limiter les dégâts là-bas. Il y a également les fonds européens, ne les oublions pas ceux-là. Il y a actuellement, pour les FEDER, et dans le domaine, au niveau national, je crois que c'est de l'ordre de 5 milliards d'argent qui est théoriquement utilisable. À ce jour, pour la période 2014-2020, et à ce jour, d'après ce que j'ai eu comme élément, on n'en est qu'à 1,4 milliard programmés. Et s'il n'y en a pas plus, ça repart à Bruxelles. Faites bouger les régions. Ce sont elles qui ont la gestion de ces financements et d'où on doit pouvoir le faire. Voilà quelques éléments que je voulais porter à votre connaissance. Ça anticipe un peu le reste. Mais je dois dire que de voir vos engagements et surtout le fait que l'ONRN, qui a été un outil au début qui n'avait pas grand sens quand on demandait aux assureurs de nous donner les chiffres de la vulnérabilité selon les indemnités qu'ils versaient. C'est important de savoir que si c'est une zone où il y a certes 3 km² mouillés, mais il n'y a rien d'assuré derrière, et il y a un endroit où il y a une rue, où il y a 5 commerces à protéger, ou un hospice de vieux, combien vous payez? Ça, on ne peut pas vous le dire parce qu'il y a un problème de secret professionnel, etc. Bien, de même que l'EDF, quand on demandait où se trouvaient les transformateurs pour éviter les inondations à 10 km de là ou à 5 km de là, pour éviter les coupures de courant, je veux dire, ne donnez pas non plus ces informations. On est donc dans une nécessité de travailler tous ensemble, et bien sûr avec l'État, On n'est pas en train de demander une sécession des sous-bassins versants, ce n'est pas le problème. Mais réellement, je pense qu'on vient de poser aujourd'hui, enfin j'espère que ce sera confirmé, mais on vient de poser des jalons entre des représentants de l'État qui sont, je pense, des personnes habilitées, qui ne sont pas n'importe qui non plus, des représentants des EPTB, de l'ANEB, de cette vision par bassin qui est vraiment extraordinaire, je crois, de projets qui, sur le plan des risques, au moins sur les inondations, doivent améliorer les choses. Le fait d'ailleurs, quand on a parlé des victimes, l'AMC qu'on utilise aujourd'hui plutôt que l'ACB est très importante, ça permettrait de voir. Dernier point, parce que j'ai parlé de la nécessité de ne pas couper l'eau en risque d'un côté, en gestion générale de l'autre côté. On a bien sûr deux directions différentes au ministère, il y a l'ADEB et la DGPR, mais il y a aussi des lieux où on peut synthétiser tout ça. Je pense en particulier au Comité national de l'eau, et je voudrais la présence de son président ici, Jean Launay, qui par ailleurs est le coordinateur des assises, pour dire que bien évidemment, le Comité national de l'eau va relayer auprès du ministère et de l'ADEB tout ce qui s'est dit aujourd'hui, parce qu'évidemment que c'est un tout et qu'on ne peut pas mettre les uns ou les autres laisser les uns ou les autres sur le côté. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ça m'a permis de faire passer quelques messages qui me tiennent vraiment à cœur. C'est très entendu. Et moi, je voulais aussi remercier Catherine Gremillet de faire avancer la parité sur cette brochette un petit peu masculine.